Salut, c'est Gladouane, multiple championne de France dans 4 disciplines différentes. Triple saut, longueur, hauteur, heptathlon, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Je suis donc une ancienne sportive de haut niveau retraitée des pistes depuis 2012. Et donc, le sujet de l'après-carrière est vraiment pour moi quelque chose de primordial et qu'il faut aborder sans tabou. Et aujourd'hui, je partage ce podcast avec une femme que vous allez découvrir ou redécouvrir car elle est en plein chamboulement dans sa vie. Longtemps salariée pour la célèbre marque L'Oréal, parce qu'elle le vaut bien, elle décide d'opérer parce qu'elle le vaut encore plus un virage dans sa vie. Elle nous en dira plus tout à l'heure. À Paris donc, dans ce magistral lieu chargé d'histoire qu'est le Grand Palais, elle a remporté le plus précieux des métaux en 2010. Et dans The Gladouane Podcast, nous recevons Madame, je dis bien Madame Maureen Nezima, quadruple championne du monde et double médaillée de bronze aux Jeux d'Athènes en 2004. Bonjour Maureen. Salut Vanessa. Bon, est-ce que ma présentation est complète? Oh là là, t'as sorti les trompettes et Mais il faut avec une dame comme toi, il faut. Justement, je reviens sur Athènes. Il y a une anecdote qui me revient comme ça. J'ai un pote qui était aux Jeux d'Athènes. Moi, on le sait, c'est le grand drame de ma vie. J'ai pas fait les Jeux. Il y a un pote qui me disait que la nourriture au village d'Athènes était extraordinaire, à tel point qu'il est revenu. Je vais pas citer son nom parce que a priori il avait encore des compétitions quand il est revenu des Jeux d'Athènes. Il est revenu avec 3 kilos de plus. Est-ce que c'est vrai que la nourriture, the good food, tu vois, à Athènes, c'est l'un des trucs qui t'a marqué? Alors, moi, j'ai pas eu à me plaindre du tout de la nourriture à Athènes. Il y avait un choix extraordinaire. Et en fait, pour tout te dire, j'ai pas non plus énormément de références parce que Athènes, c'est mes seuls Jeux olympiques. Ok. Sur une carrière en équipe de France qui commence en 2001 et qui se termine en 2016, Athènes, ce sera mes seuls Jeux, donc pas beaucoup de points de comparaison. Ouais, mais rentable. Tu reviens avec 2 médailles de bronze quand même, oui, une en équipe coup, et ouais, j'ai rentabilisé, c'est vrai. c'est vrai. Et je me dis heureusement que ça s'est passé comme ça. Mais bon, on en parlera peut-être après, mais ça a occasionné aussi pas mal de frustration. Et en fait, pour moi, le self, au-delà de la nourriture, c'était les gens à côté de qui tu pouvais manger, quoi. Moi, j'ai mangé à côté de Gustavo Kuerten. Waouh! Ouais, j'avoue. Tu vois, je te dis. Alors, on mangeait pas de la nourriture saine à ce moment-là, tous les deux. On était assis côte à côte et on mangeait un célèbre burger. Ouais, non, mais on peut le dire. Aussi, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast et qui sont pas du tout du milieu du sport et qui savent pas que dans un village olympique, eh bien, il y a je te laisse le dire. McDonald's. Ah, McDonald's, voilà. Mais oui. Et d'ailleurs, c'est l'un des sponsors principaux des Jeux Olympiques. Au-delà des préservatifs qui sont distribués par. D'ailleurs, tiens, explique-moi. On dérive un petit peu, mais comment est-ce qu'il y a un lieu pour aller chercher les préservatifs? Est-ce qu'ils sont distribués à tout le monde? Comment Alors, est-ce que moi, j'ai pas ce souvenir-là parce que j'ai eu des Jeux Olympiques assez sages. Non, mais c'est pas parce que tu as eu des préservatifs que tu les as utilisés. Madame Nezima, ne me faites pas dire ce que je me rappelle. Alors, pour te dire vraiment, je me rappelle qu'on a reçu en cadeau une trousse de toilette avec énormément de produits dedans, mais j'ai pas le souvenir qu'il y avait des préservatifs là-dedans. Et je sais pas si c'était tout le village. Alors, à mon avis, je pense qu'ils doivent être distribués à plusieurs endroits. Tu sais, il y a plein de lieux de vie dans le village olympique. Donc, à mon avis, entre le service médical, les endroits où les athlètes se retrouvent juste pour papoter, il y a un coiffeur, il y a plein de choses. Je pense qu'il doit y en avoir un peu partout. Et après, moi, j'ai vraiment pas le souvenir, ça m'aurait marqué. Si je les avais trouvés sur ma table de nuit en entrant dans ma chambre au village, ça m'aurait marqué. En tout cas, je les ai pas vus dans l'appartement. Et voilà. Alors, elles sont pas affichées. Si tu veux, je suis dans un nouvel appartement depuis à peine un an. Et donc, je suis encore un peu dans les cartons, donc elles sont pas affichées. Mais là où je vivais avant, elles n'étaient pas non plus. Parce que c'était difficile pour moi de les voir tous les jours.
Ouais, c'était difficile pour moi de les voir tous les jours et de me rappeler cette période-là parce que je pense que j'avais pas encore totalement fait le deuil de ma carrière d'athlète. Et que ça forcément ça me rappelait beaucoup de choses, c'était un peu de nostalgie. Mais même pendant ma carrière, elles étaient pas affichées pour une autre raison, c'est que j'avais peur de rester coincée là où ces médailles me ramenaient. Voilà, ne pas tomber dans justement cette nostalgie que j'ai vécue, que j'ai dû vivre après pendant ma carrière et pouvoir continuer à aller chercher d'autres médailles. J'ai eu besoin de ça vraiment pour euh, pour euh, pour continuer à aller de l'avant. C'est une peur qui s'est jamais vérifiée. Je peux pas dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir trop célébré une victoire ou le fait d'avoir trop admiré une médaille, ça m'a pas permis d'aller de l'avant. Mais ça a été une peur qui s'est présentée et donc j'ai préféré ne pas essayer de voir ce qu'il y avait derrière et les laisser dans un coin. Donc j'ai des trophées aussi chez mes parents. Justement, quel bilan tu fais de ta carrière aujourd'hui et comment est arrivé le moment de l'arrêt, le moment où il fallait décider d'arrêter? Est-ce que tu as décidé d'arrêter? Est-ce que tu t'es blessé? Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu retiens de cette carrière? Qu'est-ce qu'il en reste? Alors, pour moi, le bilan, il est forcément positif. Il est très très positif parce que je pense que ça m'a appris ça m'a appris qui j'étais, d'un point de vue purement humain. J'ai appris à me connaître, à savoir comment, par exemple, un truc tout bête, hein, comment je fais pour apprendre les choses, moi, comment je fais pour retenir quelque chose, euh, comment je réagis dans une situation de stress, comment je suis dans l'adversité ou justement comment je me comporte quand je suis plutôt le leader. Voilà, ça c'est pour l'aspect purement personnel et Mais humain. ça, tu as réussi à faire ce bilan-là après ta carrière ou pendant la carrière, tu voyais que tu arrivais déjà à sortir des choses et que tu connaissais déjà mieux? En fait, sur la fin de ma carrière, j'ai fait 2 ans de break. Alors la première année, c'était un break partiel et la deuxième année, c'était un break total. Avant de revenir en 2014 pour retenter les Jeux de Rio. Et pendant ces 2 années d'arrêt, j'ai commencé en fait à comprendre des choses sur moi parce que j'avais plus de maturité, parce que je voyais les autres fonctionner et je voyais aussi les plus jeunes arriver et certaines rencontrer les mêmes difficultés que moi et commencer à comprendre ce qui avait pu m'arriver à moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Commencer à comprendre les dynamiques. Parce que tu dis ce qui a pu m'arriver, qu'est-ce qui t'est arrivé? Des moments par exemple où je pouvais ressentir un malaise sans pouvoir mettre de nom dessus. Je te donne un exemple. Après les championnats du monde en 2010, pour une raison que j'ignorais à l'époque, je ressens une très très grosse pression. Alors que je viens de gagner un titre mondial que j'attendais depuis longtemps, hein, parce que dès 2003, je fais vice-championne du monde individuel. Quelques années après, je monte sur la 3e marche à nouveau de ce podium-là, sans jamais arriver à être la championne du monde. Je remporte des titres de championne du monde par équipe, hein, mais jamais le titre, la médaille d'or en individuel. Et derrière, je me sens hyper lourde en fait. Et je me rendais pas compte de cette de ce que ça représentait, mais c'était le poids du leader. L'impression d'être le lapin qui est dans le viseur de tout le monde. Ouais, la position du chasseur, c'est pas celle du chassé, quoi. Exactement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais vraiment plus une équipière, que j'avais besoin de travailler et de relever des défis collectivement, que ça me faisait presque plus vibrer que de le faire toute seule. Et en fait, surtout, je me suis sentie très seule à ce moment-là parce que j'avais l'impression de pas être soutenue dans mon encadrement de l'entraînement pour m'aider à rester le leader. C'est pas juste devenir le leader un jour, c'est le rester que j'ai trouvé très dur. Et ça m'a appris aussi du coup tu sais ma fin de carrière, elle a été fusionnée avec le début de ma carrière professionnelle. Et donc en arrivant chez L'Oréal, j'arrivais dans une équipe
Et je me rendais compte aussi que j'avais beaucoup de sensations. J'arrivais à comprendre quels étaient un peu les profils des gens, qui était qui dans l'équipe. Et je me suis rendu compte que tu avais toujours un peu les mêmes personnalités dans un collectif, dans un Ah groupe. bah oui, le sport, c'est le microcosme de la société, simplement. Exactement. Et en fait, la vie de groupe, la vie dans un collectif où on est à la fois coéquipière et aussi concurrente, m'avait appris à reconnaître tout ça. Mais C'était comment tu l'expliques ça, instinctif, je que savais pas mettre des finalement mots t'es dessus. championne du monde, c'est le moment où on a l'impression qu'on aura tout le staff avec nous. Comment tu expliques le fait de te sentir seule? Alors, peut-être que factuellement tu l'étais pas, peut-être que factuellement il y avait toute une équipe autour qui était encore plus derrière toi. Et pourquoi toi tu te sentais seule? Comment tu l'expliques? Alors moi, j'ai eu le sentiment que déjà j'étais quelqu'un en tant qu'athlète de très autonome. C'est-à-dire que j'avais besoin de bien cadrer, que les choses soient bien cadrées pour pouvoir me sentir en confiance et à mon plein potentiel. Donc que le coach il dise bah aujourd'hui dormez bien ou pensez à boire ceci cela. Pour moi, ça c'était un truc qui était acquis. J'avais pas besoin de lui pour ça. Tu vois, j'avais pas énormément besoin d'être drivé. Ce dont j'avais besoin, c'était de perspective. C'était d'être rassuré dans les moments de doute. Et ça, je l'avais pas nécessairement. Et je pense que ils se sont pas rendus compte que j'en avais besoin parce que pour eux, j'avais déjà fait mes preuves. Là, je venais d'être championne du monde et ils se disaient bon bah c'est bon, elle se débrouille toute seule quoi. Ok. Tu avais l'impression de perdre cette bulle Je dans pense que laquelle ça tu vient as aussi de mon réussi à histoire. éclore. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu avais tu as eu l'impression de perdre cette bulle dans laquelle tu avais réussi à éclore, que le cocon dans lequel tu avais évolué et grandi, ben on t'avait pas expulsé, mais que ça te correspondait plus, quoi. Finalement, ça correspondait plus au jardin dans lequel tu avais grandi. Ou pas du tout, peut-être. Alors non, moi j'ai pas eu c'est pas vraiment cette impression-là que j'ai eue. Effectivement, la bulle elle avait changé parce que j'étais plus le chasseur, j'étais devenu le lapin. Ouais. Donc ça avait changé. Et je pense que cette vision, ce nouveau statut-là, mes coachs, ils ne l'avaient pas non plus, ils ne l'avaient pas non plus en tête. Pour moi, ils ont un collectif de 15 filles. Et donc sur ces 15 filles, ben certaines sont à certaines saisons, il y en a qui vont exploser, d'autres qui vont éclore plus tardivement, etc. Donc ils s'adaptent un peu à chacune. Et moi, j'ai eu l'impression à ce moment-là d'être un peu lâchée, quoi. Et c'est étonnant C'est parce bon, que elle est. l'escrime est tellement pourvoyeur de médailles. Vous rapportez tellement de médailles à la France que on a le sentiment que c'est une machine huilée, quoi, qu'ils maîtrisent maintenant les mindsets, les trucs. Et là, on découvre, bon, là, on parle de Non, 2010, les choses ont évolué depuis, on est en 2024. Mais, tout à mais à fait. l'époque, vous étiez déjà au devant de la scène. Nous, encore plus aux Jeux Olympiques, vous revenez toujours chaque année avec de nombreuses médailles. Donc, on a l'impression qu'ils maîtrisent totalement le jeu presque de chaises, comme tu dis. Il y a toujours des nouveaux qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Mais là, je me rends compte que non, ils se rendent pas compte du poids que ça peut représenter de devenir numéro 1. Non, et puis en plus, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte concernant l'épée féminine, c'est qu'à l'époque, on a Laura qui est la superstar Tout à fait. Laura Flessel. pas seulement de l'escrime, de l'épée, mais qui est une superstar du sport français. Ah, clairement. La guêpe. Et qui est ma Elle avait un sacré coéquipière surnom, à d'ailleurs. l'épée féminine. C'est ça. Qui est ma coéquipière à l'épée féminine et qui prend souvent toute la lumière et normal, enfin je veux dire c'est une évidence et qui du coup prend aussi la pression qui va avec. Donc moi cette position de leader, je l'ai jamais connue avant ce moment-là. Est-ce que tu as pu avoir cette discussion avec Laura sur cette question? Est-ce que vous avez échangé sur ça? Ou c'était chacune sa vie? Ou est-ce que à ce moment-là, tu t'en Non, rendais pas forcément compte que tu avais besoin d'avoir cette discussion? non, alors je me suis rendu compte très tôt que j'avais besoin d'aide. Mais j'ai pas eu cette discussion avec elle, on s'entraînait pas régulièrement ensemble. À ce moment-là, elle avait une autre organisation. Donc on pouvait s'entraîner peut-être une fois par semaine ensemble et encore pas forcément toutes les semaines.
on se voyait en compète régulièrement, mais c'était pas le moment pour discuter On de est ça. d'accord. Et c'était pas non plus la personne dont j'étais le plus proche pour en arriver à évoquer, tu vois, ce genre de sujets qui sont quand même très Personnel. très intimes. Oui, tout à fait. Ouais. Donc j'ai essayé d'en parler un peu avec mes entraîneurs, mais je pense qu'ils étaient pas nécessairement ouverts à ce niveau de discussion parce que je pense que dans leur quotidien ils pouvaient pas, ils avaient tellement d'autres choses à gérer, quoi. Et puis on dit sport individuel, puisque notamment tu es championne du monde en individuel. On a l'impression que sport individuel, pour tous ceux qui sont pas sportifs de haut niveau mais qui écoutent ce podcast, que ça veut dire que tu t'entraînes seule. Et tu viens de le dire, 15 filles à gérer. C'est-à-dire qu'il y a un vrai quotidien à gérer, sans compter qu'il y a évidemment les garçons qui s'en mêlent, etc. Donc pas toujours évident de pouvoir identifier chaque demande, chaque besoin pour chaque sportif. Mais tout à fait. qu'est-ce que tu aurais voulu vivre différemment? Est-ce qu'à ce moment-là, alors c'est vrai qu'on rappelle, hein, c'était 2010, un coach mental, c'était pas forcément le discours le plus courant, ça existait déjà, mais on n'y allait pas. On avait déjà un. Ah oui, tu avais déjà un coach mental? Ouais. Et malgré ça n'a pas suffi à te rassurer. Non, ça a pas suffi parce que je pense que en fait j'avais atteint la limite de ce que je pouvais gérer grâce à lui seul. Ok. Tu sais, moi j'avais toujours eu envie de garder cette forme d'indépendance ou d'autonomie, mais parce que je pense que c'était bon pour moi, c'était mon mode de fonctionnement et que ça il fallait pas que je le perde, mais je pouvais, enfin, personne réussit tout seul, ça existe pas. Non, en effet. Ce que mes coéquipières, mes camarades d'entraînement pouvaient m'apporter, elles me l'apportaient déjà au maximum de ce qui était possible de faire. Ce que mon préparateur mental m'apportait à ce moment-là, était arrivé au maximum de ce que lui pouvait m'apporter. Et en fait, il me fallait un supplément venant de mes coachs. Ok. Et ce supplément, j'ai eu beau essayer de l'initier parce que j'arrivais bien à voir que, et c'était très technique en plus, hein, parce que je me disais qu'aujourd'hui j'étais photographiée, filmée sous toutes les coutures et que il fallait que je développe de nouvelles choses pour pouvoir de nouveau surprendre, renforcer les choses que je savais déjà bien faire, travailler sur les choses qui bloquaient encore un peu. Voilà, il fallait du nouveau. Et ce nouveau-là, bah malheureusement, j'ai pas pu le développer dans le bon timing. Et du coup derrière les 2 années qui vont suivre entre 2010 et les Jeux de Londres, ça a été très dur, quoi. Donc pour revenir, 2014, tu reprends en prévision des Jeux de Rio. Mais après, oui, donc en fait là tu parles de Londres. Donc Londres, tu fais Londres 2012. Londres 0 médaille hein, pour l'escrime. Ah ouais. Je te redis quand même parce que tout à l'heure tu disais sacré pour l'escrime pour des médailles. Londres 0 médaille. Je sais qu'en ce moment donc nous on n'est même pas qualifiés par équipe. Passe par un moment compliqué. Donc je ne connais pas trop les tenants et les aboutissants. Donc je sais pas, mais hein. Voilà. Et écoute, parfois ça vaut le coup que les choses soient un peu agitées pour pouvoir aussi faire un gros brainstorm et remettre l'église au centre du village et travailler sur ses priorités. Donc ça arrive maintenant, c'est pas évident ni pour les entraîneurs ni pour les athlètes qui préparent les jeux, mais peut-être que c'est un passage nécessaire. Écoute, en tout cas, on le souhaite parce que Paris 2024, ça frappe aux portes, c'est demain. Donc évidemment, comme d'habitude, on aura des yeux rivés sur l'escrime qui procure des émotions, mais toujours folles, quoi. C'est incroyable, l'escrime. C'est dingue. L'assaut, le dernier truc à la dernière minute. Pour ceux vous pouvez aller sur YouTube hein, pour me voir faire semblant de piquer avec mon épée. Mais c'est vrai qu'on avait fait de l'escrime ensemble. Ouais, on a fait de l'escrime ensemble. Mes débuts en télé, tu vois, on avait fait des escrime. C'est vrai. J'ai sacré souvenir et puis évidemment, moi je suis une grande fan de toutes les équipes de France, de tout sport confondu. Donc je suis comme ça avec des allumettes sur les yeux pendant les JO. J'essaie de regarder un maximum de trucs. Donc je serai évidemment devant l'escrime et chaque fois, on a toujours le cœur qui veut s'arrêter à chaque assaut, à chaque truc. Enfin, c'est incroyable. Mais justement, puisqu'on parle de médailles, est-ce que tu as su savourer chacune des médailles? Parce que tu disais tout à l'heure,
que ah ouais, c'est ça, je te vois déjà me dire non de la tête. Mais Bah ouais, oui, c'est presque le drame, j'ai envie de ouais. dire, des sportifs de haut niveau, parce que quand tu veux pas rester coincé dans ton ancienne performance, dès le lendemain, tu te projettes vers l'avant. Et je pense que le mot, il est tellement juste, se projeter, quoi. On se propulse et on se dit, bah, ce qui Ah est oui, fait. tu te lances, hein, vraiment. Et Hein. donc, ça aussi, ça peut faire partie peut-être je dirais pas des douleurs, mais peut-être des mini regrets de sa vie, de dire j'ai pas savouré, quoi, comme il a fallu. Bah, tu vois, quand on me pose la question de ce que je regrette le plus, c'est ce qui vient en premier, c'est de pas avoir su trouver la façon de célébrer. Parce qu'il fallait quand même le faire, je pense. Euh, mon entourage a essayé parfois de le faire, de forcer un peu la main. J'étais contente, hein, mais tu sais, t'as toujours cette impression. Alors, pour moi, c'est de l'ordre du feeling. C'est pas quelque chose de palpable, mais que ça va ça va t'attraper et te bloquer euh, à ce moment-là, et que tu iras plus jamais trouver d'autres médailles, tu iras plus jamais décrocher d'autres médailles. Je comprends tellement. Et en fait, je pense que c'était ma plus grande hantise, et c'est pour ça que j'ai pas pu les célébrer. En tout cas, à la hauteur de ce que ça aurait dû. Et c'est ce que je regrette, ouais, le plus. Et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, aussi dans mon quotidien. Dans toutes les petites choses qui se passent bien, ben, je les verbalise, un, et deux, quand je peux, je les célèbre. Parce que voilà, la vie est super courte, hein. On sait pas de quoi demain est fait, et je me dis, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de choses positives qui nous arrivent au quotidien tous les jours. Se réveiller tous les jours le matin, c'est une chance. Donc maintenant, je mets un point d'honneur à célébrer toutes les petites victoires et tous les petits moments qui sont sympas, parce que ça vaut le coup, et parce qu'il faut le faire, et parce que je l'ai appris à mes dépens qu'il fallait le faire. Je suis tellement heureuse que tu tiennes ce discours, parce que j'ai beaucoup de retours évidemment sur le podcast ou sur tout ce que je publie sur les réseaux. C'est l'avantage et les inconvénients des réseaux. Et un homme m'a écrit dernièrement en me disant tant mieux si vous pensez que tout va bien dans la vie. Et je dis non, tout va pas bien dans la vie. Je dis le monde va mal, vous vous rendez compte à quel point il va mal. Je dis bien sûr qu'il va mal le monde, mais il faut aussi voir à quel point il va bien. Il y a aussi des bons côtés. Et il me dit, vous les voyez où les bons côtés? Et je suis contente que tu dises ça, parce que une naissance, c'est un bon côté, un mariage, c'est un bon côté, l'amour, c'est un bon côté. Et la joie qu'on partage certaines fois, un soleil qui se couche ou qui se lève, mais c'est fait de petits. Je sais que j'ai l'air de, comment on dit, de sonner. Je fais une traduction anglaise en disant je sonne un peu presque utopiste en disant ça, mais si on prend pas le temps de célébrer chaque petite victoire, qu'est-ce qu'on va célébrer? On va vivre dans un monde où on est tellement malheureux tout le temps. Et je ne peux que sentir Non, et tout ce puis que ça tu veut dire, ressens, parce que j'ai fait comme toi. Je suis passée à côté de toutes mes médailles tout le temps. Et donc, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu une carrière qui était quasiment triste et quasiment tout le temps dans la douleur, parce que j'étais toujours en train de rechercher le nouveau truc. Et puis, t'es jamais dans la joie de ce que t'as acquis, quoi. et puis c'est te mettre une pression énorme, parce que ça veut dire que si tu peux pas célébrer les petites choses du quotidien, ou bien même les choses un peu plus exceptionnelles, mais si tu attends que les très gros événements ou les très grosses victoires pour pouvoir célébrer, tu te mets une pression énorme. C'est vrai. C'est vrai. Et quand est-ce que tu es content de toi, quoi, en fait? C'est pour ça qu'il faut, quand on a un gros Donc objectif, il faut skipper. Et c'est ce que je dis toujours avec mes teammates. Mes teammates sont mes clients. Je leur dis toujours, mais quand on a un gros objectif, il faut diviser en petites étapes pour prendre le temps de célébrer, pour réussir à aller jusqu'au gros objectif. Parce que si tu prends pas le temps de célébrer, forcément, tu arrives, t'es essoufflé quand tu y arrives. Parce que des fois, tu peux abandonner avant en te rendant pas compte que le chemin aussi t'apporte beaucoup. La victoire, c'est une chose. Et la victoire, en plus, tu le dis terriblement bien, qu'on se bat pendant des années pour avoir un titre mondial, et finalement, quand on l'a enfin, ce Graal, il représente pas au quotidien ce qu'on avait espéré, quoi. Non, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais tant que t'es pas devant, tu peux pas te rendre compte de la manière dont tu le reçois, dont tu l'accueilles, et ce que ça peut générer chez toi et chez les gens autour de toi.
Parce que finalement, ce titre mondial, moi, je l'ai pas bien vécu non plus parce que d'un seul coup, mon statut dans les yeux des autres avait changé aussi, tu vois. Évidemment. Donc, faut gérer tout ça et c'est dans l'instant que tu te rends compte. Et donc, c'est pour ça que finalement, les bons moments comme les mauvais moments dans ma carrière m'auront appris énormément de choses sur moi. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que j'aime que dans ce podcast, on n'ait pas un discours conventionnel. Parce que ce qui est dit dans les médias est déjà dit dans les médias et c'est bien dit. Je suis contente que ça existe. Hein. Je suis pas en train de dire que je fais mieux. Je dis que je fais différemment. Et là, tu es en train de dire un truc de dingue. Tu es en train de dire, je me suis battue toute ma vie pour être championne du monde. Au moment où je suis championne du monde, je suis presque déçue de ce qui m'attend après le titre de championne du monde. Et c'est presque douloureux. C'est ça que tu dis. Ouais. Ah ouais, ça a été douloureux. Les 2 saisons qui ont suivi ont été douloureuses parce que en plus, je suis un peu beaucoup perfectionniste. Ça a pu me freiner aussi dans ma vie quotidienne et dans mon travail, hein. Derrière, j'ai été à la recherche des sensations que j'avais ce jour-là pendant des mois. Donc j'ai couru après une journée de carrière avec des sensations de un jour. J'ai couru après, j'ai essayé de retrouver des choses que j'avais pas maîtrisées ce jour-là qui se sont produites parce que tous les feux étaient au vert. J'ai voulu les maîtriser, les rechercher et les maîtriser. Et en fait, je me dis mais si on m'avait dit qu'il fallait pas faire ça, plutôt j'aurais pas perdu tout ce temps-là. Enfin, tu vois. Est-ce que tu l'aurais entendu? Je me suis dit mais est-ce que tu étais capable de l'entendre à ce moment-là? Peut-être pas. Ah, tu vois. Ben en fait, ça dépend de qui ça vient. Mais j'étais quand même assez ouverte aux expériences des autres. Et autour de moi, j'avais aussi pas mal de gens qui étaient expérimentés, notamment des coachs qui avaient fait des champions olympiques, hein. Donc des multiples champions olympiques, champions du monde, etc. Donc pour moi, qui avait quand même ce vécu dans l'humain de savoir accompagner des gens quand ils sont arrivés tout en haut. Quand t'es arrivé tout en haut, il se passe quoi? Tu redescends ou tu redescends pas? C'est bien. Et si tu redescends, est-ce que on t'aide à redescendre? Tu vois? Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quand même pas évident. Donc oui, ça a été douloureux. Ça a été très douloureux et puis tu peux pas forcément le dire parce que sinon on a l'impression que tu te plains. Et puis Donc t'as pas le droit, vis-à-vis parce de que tes t'es championne du monde, coéquipiers, de quoi elle se plaint, ça va, elle a atteint son mais bien Graal, elle est sûr, championne du monde, elle va pas en plus nous dire que bien c'est sûr, dur, quoi. c'est ça. Et moi, ça, je l'ai vécu dans plusieurs phases de ma vie. D'atteindre un objectif super important et de pas me sentir notamment, tu vois, je me suis mariée juste derrière. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et puis ça s'est pas passé comme je voulais. Et tu te poses des questions sur toi-même, tu vois. Tu finis par te dire, mais en fait, est-ce que je suis le genre de meuf qui est jamais contente ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ça qu'on m'a pas dit? Ouais, c'est ça, parce que pour en revenir Donc c'est pour ça sur aussi. ta partie privée, donc tu me l'as dit en off, hein, je connais pas ta vie par cœur, c'est que tu me l'as dit juste avant, 10 ans de relation. Vous Bah vous ouais, mariez donc ouais. en 2016. Vous mariez quand? 16, Ouais, ouais. c'est ça. Je me souviens, c'était en En Martinique août de, d'ailleurs. enfin, Hein. Vous alors êtes on a, venu célébrer le mariage ouais, en Martinique. Tu as fait venir des tout à grands noms fait, du sport français en Martinique pour célébrer ton mariage. Je me souviens bien. Et tout à fait. derrière, qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes aujourd'hui? Ben en fait, donc c'est quelqu'un qui était dans le domaine du sport, hein, qui était très impliqué. C'était pas un athlète, mais c'était quelqu'un qui était très impliqué dans le domaine du sport, qui en a fait sa profession. On peut le Et dire, journaliste sportif. donc Il y en a 1000. exactement, On saura pas qui. il y en a plein. Et je trouvais que je trouvais qu'on se complétait très bien parce que lui m'apportait sa vision du sport un peu dézoomé, avec son recul, et moi il vivait avec moi le quotidien d'un athlète et donc il respectait énormément du coup la vie et l'engagement des athlètes dans leur sport. Et je pense qu'il y avait aussi une forme d'admiration de ce que je pouvais faire le jour où j'ai arrêté.
T'as l'impression qu'il avait les subitement. étoiles dans les yeux quand il te regardait et puis que finalement ces étoiles ont disparu quand tu es devenue une ex-sportive de haut niveau. Alors, je pense qu'il y a eu un peu de ça. Je pense qu'il m'a aussi énormément soutenu pendant ma carrière parce que faut vivre avec un athlète de haut niveau toute l'année, tous les jours, c'est pas toujours facile, hein. Clairement. Euh, donc je peux reconnaître que c'est pas simple, mais tant que j'étais athlète, les moments de moins bien, j'ai l'impression qu'ils étaient tolérés. À partir du moment où j'ai arrêté et où j'ai eu cette traversée du désert qu'ont la plupart des sportifs de haut niveau au moment où ils arrêtent, elle a été pas du tout comprise, pas du tout acceptée, et je me suis sentie jugée, et donc ça a donné lieu à plein de disputes, d'incompréhensions, jusqu'à la rupture, quoi, jusqu'à avoir l'impression que tu connais pas la personne qui est en face de toi, tu vois. Et là aussi, c'est un Et te discours sentir très important que tu tiens, parce qu'on parle du deuil du sportif de haut niveau, qui est un vrai sujet, hein. Tu m'expliqueras plus en détail comment toi tu l'as vécu d'ici quelques secondes. Mais je le dis souvent aussi à mes teammates, et c'est pour ça, parce que tu sais, dans les footeux, quand ils divorcent, on dit ouais, mais c'était une michto, elle s'en va parce que il y a plus d'argent et tout. Je dis mais non, mais il y a aussi la difficulté parce que on vit la carrière, le conjoint vit la carrière avec le sportif. Mais il a des aspirations et des espoirs de l'après-carrière, lui aussi. Il se dit, bon, j'ai accepté pendant 10 ans, c'était ton cas, un certain fonctionnement, elle est partie à l'étranger, elle est partie en stage, elle était pas là, elle était ci, elle était fatiguée, elle était tout. On a squeezé des Noëls, on a squeezé des vacances, on a squeezé des fêtes de famille parce que c'était sa carrière avant tout. Et maintenant qu'elle arrête, moi, en quelque part, j'espère que c'est mon tour, tu vois. Je dis pas que c'est forcément ton cas, mais je dis que forcément la personne qui a vécu cette carrière-là, elle aussi, elle attend des choses et elle peut vivre une grande déception de découvrir que l'après-carrière ne se passe pas forcément comme prévu. C'est un peu ce que tu es en train de me dire. T'as exactement employé le mot, moi, qui m'a un peu frappé, c'est que le jour de notre mariage, il a dit à quelqu'un de très proche de moi, maintenant, ça y est, c'est mon tour. Et du coup, je me suis sentie un peu chosifiée, tu vois. J'ai eu l'impression d'être auparavant une athlète dans un classement, et puis là maintenant la chose qu'il allait pouvoir un peu posséder et qui allait pouvoir répondre à ses projets, à ses envies, à ses besoins. Et puis peut-être on avait une très grosse rentrer pression dans le rang, avoir une vie dite normale, parce que la vie d'une sportive de haut niveau, elle est pas normale. Entre guillemets. Non, elle est pas normale. Et moi, on avait eu une envie de fonder une famille et c'était un peu la raison de ma pause entre 2012 et 2014. C'est un sujet super tabou dans le sport à ce moment-là. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui et Dieu merci, il y a des filles maintenant qui peuvent dire ouvertement qu'elles ont un projet de maternité et revenir et qu'on leur permette de mettre les choses en place pour revenir. Mais nous, on avait des difficultés sur le plan médical et donc on a vraiment dû se faire aider. Ça n'a pas fonctionné, ça a été très très lourd et je pense que ça aussi, ça nous a fortement bousculé parce que lui ne comprenait pas pourquoi à un moment donné au bout de 2 ans, j'en pouvais plus, mon corps n'en pouvait plus, ma tête n'en pouvait plus, c'était à nouveau une pression énorme qui était sur nos épaules et moi j'avais en plus des pépins physiques qui faisaient que avant de retenter et de pouvoir porter un bébé, il fallait que je subisse des interventions au niveau du bassin parce que voilà, j'avais les hanches un peu flinguées. Enfin, il y avait des choses qu'il avait du mal à comprendre et à accepter, enfin, en tout cas de mon point de vue. Et donc, je pense que ça a fini de nous éloigner. Moi, j'avais l'impression qu'après, je devais être un ventre et que c'était ça l'objectif, quoi. Alors que moi, j'avais un chemin à faire, un chemin pour accepter que cette carrière était derrière moi, un chemin avant de pouvoir être totalement épanouie dans ma vie de jeune mariée, pleine de projets. Ouais, j'avais un chemin à faire. Il fallait
il fallait de la patience et peut-être qu'à ce moment-là, c'était plus possible. Justement, Donc, parle-nous ouais, de ce ça a chemin. été Tout à très, l'heure, très tu parlais compliqué. de la difficulté de l'après-carrière. Finalement, Mm. on sait que tu as fait une pause entre 2012-2014. Mm. 2016, alors tu ne vas pas à Rio, puisque tu nous as dit que tes seuls jeux, Non, c'était les Jeux d'Athènes. Comment est c'est arrivée la ça. fin de carrière? Comment se passe la transition avec L'Oréal? Et comment se passe cette fameuse petite mort, finalement? Alors, les jeux, pour moi, ça a toujours été un peu le Graal, le truc inaccessible. Et pourtant, je l'ai fait très tôt dans ma carrière. Donc, je l'ai fait à Athènes, j'ai 23 ans. Ça fait 3 ans que je suis en équipe de France, à peine. Et en fait, premier jeu, 2 médailles. Ça a été très compliqué parce que chez nous, on a une année de qualif pour accéder au jeu. Et cette année de qualif, c'est l'enfer, en fait. C'est l'enfer. Et donc, on s'est qualifié dernière compète, dernier match, dernière touche, enfin vraiment le truc à l'arrache. Laura et moi, on est numéro 1 et numéro 2 mondial, mais il faut qu'on décroche ce quota par équipe pour que notre quota individuel soit complet. Donc, on ait 3 places à l'individuel. On arrive à avoir ces 3 places à l'individuel. Moi, je fais 2 médailles de bronze. Et puis derrière, il y a les Jeux de Pékin. À ce moment-là, comme il y a le sabre d'âme qui est entré au programme des Jeux Olympiques, et que le Comité olympique international ne veut pas augmenter le nombre de médailles, donc il y a toujours 2 armes sur nos 6 armes, fleuret, épée, sabre, et à chaque fois féminin, masculin, ça fait donc 6 armes, et à chaque fois 2 armes qui n'ont pas d'épreuve par équipe. Donc là, pour Pékin, c'est tombé sur nous. Ok. Pékin 2008. Sur nous, je crois, et donc Pékin 2008. Donc Pékin 2008, la seule chance d'aller au jeu, c'est à l'individuel, et donc c'est une course individuelle. Malheureusement, moi je suis blessée assez régulièrement. Ça me handicape pendant la saison parce qu'il y a des compètes où je suis j'ai pas mon plein potentiel et toutes mes capacités physiques, et donc finalement sur 2 Françaises possibles au max, bah moi je suis la 3e et je vais pas à Pékin. Ce Pékin-là, ça a été le début d'une très grosse frustration, parce que c'était la première fois que je vivais un échec comme celui-là. Après, en plus, avoir eu 2 médailles aux Jeux précédents, pour moi, c'était la honte, quoi. Comment c'est possible? J'ai eu 2 médailles aux Jeux précédents, et puis là, je peux même pas défendre ma chance, quoi. Allez, hop. Donc, j'ai été au bout du monde, là où il y avait pas de télé, là où personne pourrait me reconnaître, quand je pensais, et où je verrais pas la compète. Mais les gens m'envoyaient des messages et tout, enfin, ça a été infernal. J'ai fait la même, hein. Je suis allée à Donc, Bali et malgré ça, j'ai réussi. J'ai réussi à recevoir des messages. Donc, je comprends bien. mais moi, j'étais à Sainte-Lucie, donc les Antilles, les petites Antilles, mais non francophones. Donc normalement, c'est une ancienne colonie britannique, donc normalement personne n'est censé me reconnaître là-bas. Bah si. Et donc on te dit mais pourquoi t'es pas au jeu, mais pourquoi? Enfin voilà, ça a été difficile. Ensuite, Londres 2012, on rate la qualif par équipe. Donc là, on rate, hein. C'est-à-dire qu'il y a même pas de possibilité d'aller à l'individuel, sauf une, qui est que la fédération décide de m'envoyer au tournoi de qualification de zone. Mais c'est pas moi qui ai choisi. On choisit d'emmener Laura au tournoi de qualification de zone. Donc ce sera, si elle fait première ou deuxième de ce tournoi, elle ira aux Jeux de Londres. C'est ce qui se produit, il la choisit, elle va aux Jeux de Londres. Là, je me dis, je vais inverser la tendance. J'ai tellement mal vécu les Jeux de Pékin, je me dis, je vais affronter mon destin, j'y vais, je suis pas qualifiée, j'y vais, et je suis partenaire d'entraînement de Laura là-bas. L'épreuve individuelle se déroule le jour de mon anniversaire. Déchirement total, enfin, tu vois le truc. Waouh. Impossible de bien le vivre, en fait. Clairement. Impossible de bien le vivre. Et même si t'as envie que ta coéquipière, elle réussisse et que le truc se passe pour le mieux et tout, tu vis quand même un déchirement. Donc, ça se passe pas forcément bien pour elle. Moi, de toute façon, je suis dans les gradins. Je me dis, vas-y, c'est bon. Après, 0 médaille pour l'escrime. Je vais essayer de faire un break. Dans ma vie professionnelle, ça faisait 1 an que j'étais rentrée chez L'Oréal. J'avais l'impression
pas nécessairement avoir vu l'intégralité du job pour lequel on m'avait recruté. J'avais des aménagements d'horaire et tout, donc je pouvais pas voir l'intégralité. Je me suis dit, je vais faire 2 ans de break. Je vais regarder si là où je suis, ça me plaît. Si le job pour lequel j'étais embauchée, si en le voyant dans son intégralité, j'arrive à m'y retrouver. Si le bébé arrive dans ce temps-là, ben très bien. Et quand j'annonce ça à mon entraîneur de l'époque, et je lui dis bon bah voilà, c'est un peu compliqué pour nous, on va devoir se faire aider et tout. Donc là, je vais faire un break de 1 an au moins, peut-être 2 si c'est plus compliqué. La première année, j'arrêterai pas complètement. Je vais quand même faire les compétitions nationales et je vais continuer à m'entraîner dans mon club. Mais voilà, je me retire de la compétition internationale pour cette saison. Il me dit mais attends, et si t'as des jumeaux, tu vas faire quoi? Et là, je me suis dit attends, le mec, il est en train de me dire que si j'ai des jumeaux, comment je vais faire pour m'organiser pour revenir mais en fait ça te regarde pas. Ouais, c'est ça, clairement. C'est là où on voit le focus en fait, et l'objectif de quoi on chacun. parle? Ouais. Ouais, et là je me dis ah ouais vraiment, donc en fait pour eux ça c'est un frein, c'est pas un avantage et c'est un caillou de plus dans leurs chaussures. Je reviens donc ce projet n'aboutit pas, hein, le projet de bébé. Je reprends en 2014 en vue des Jeux de Rio en 2016 dans une équipe qui est totalement remaniée parce qu'en fait toutes les filles de ma génération ont été plus ou moins mises dehors. Après l'échec de Londres, ils ont voulu faire un grand ménage, donc les filles qui sont là, elles sont très jeunes, elles ont peu d'expérience et il y a un petit syndrome de l'imposteur qui est là parce que bah en gros elles sont sélectionnées Ouais. sur des grands championnats en n'ayant pas toujours fait des grandes performances pour ça quoi. Donc c'est pas facile et surtout elles ont pas eu de passation avec des anciennes. Parce que ce qui fait que l'escrime, comme d'autres sports, hein, peut avoir régulièrement comme ça des générations de champions et de titres, c'est parce qu'il y a un vrai passage de flambeau entre les anciennes et les nouvelles générations. Et une émulation Mais là, elles finalement avaient entre pas ça. les nouvelles et les expérimentées, parce que quand Bien tu sûr. arrives, tu t'entraînes avec celles qui sont plus expérimentées que toi, tu apprends d'elles, tu progresses. Oui. C'est vrai que quand tu te retrouves la meilleure du jour au lendemain là, sans expérience, c'est plus compliqué. C'est ça. Et donc moi, je suis arrivée à ce moment-là, le DTN de l'époque me dit, écoute, nous, on accepte que de faire repartir ton aménagement d'horaire avec L'Oréal, le ministère et tout, que si tu vas t'entraîner à l'INSEP avec l'entraîneur national. Moi, l'entraîneur national, je le connaissais avant parce qu'il était adjoint de l'ancien entraîneur qui était entraîneur au moment où j'arrête. Je me dis que ça va bien se passer. Enfin, j'essaye de sonder un peu comment lui il prend mon retour et je le sens pas hyper à l'aise, quoi. Tu vois? J'ai un statut de super expérimenté, grande sœur, mais qui a pas été là pendant 2 ans, donc qui est pas censé la ramener non plus, hein. Tu vois? Donc je me fais discrète. Et en même temps, je sens bien que les filles, elles sont quand même en attente que je prenne une position dans le groupe et tout, donc tu montres la voie. c'est très délicat pour moi. Voilà, c'est très délicat pour moi. Les performances ont du mal à revenir parce qu'en fait, physiquement déjà, avec les traitements que j'avais subis pendant ces 2 années, mon corps avait beaucoup changé. Donc j'ai fait un très très gros effort pour revenir dans une forme et avoir un corps d'athlète digne des objectifs que je me fixais. Parce que pendant ces 2 ans, tu n'as rien fait du tout. Tu allais plus du tout à l'entraînement, tu courais plus. La première année, si. Ok. Si. La première année, oui, et la deuxième, non. La deuxième, j'ai vraiment mis mon corps au repos pour lui permettre d'encaisser et de mettre toutes les chances de notre côté pour que le projet de bébé aboutisse, quoi. Ok. Et puis en fait, finalement, je me rends compte que je suis en demande. Donc je me connais très bien en tant qu'escrimeuse, je connais bien mon jeu. J'essaye de discuter un peu d'escrime, et en fait j'ai l'impression je suis pas entendue, que on n'accepte pas de m'aider
comme j'en aurais besoin. Et je sens que l'entraîneur lui-même, il est en difficulté parce que il se sent pas toujours les épaules. Enfin, c'est très compliqué à plein de niveaux. Le management de l'entraîneur dans le groupe, c'est un peu ça se fait un peu en force. Tu vois, un peu d'autorité mal placée, un peu de passage en force. Moi, je suis pas une petite fille, donc j'ai pas besoin de ça. C'est pas ce que j'attends. Je suis la seule à bosser dans le groupe, à avoir un boulot à ce moment-là. Et Et un boulot donc, je sens prenant. bien Je que me mon souviens que tes organisation horaires, c'était quand même très prenant. c'est ça. Et donc, je me rends bien compte qu'en fait, ma présence, c'est plus un problème pour lui qu'une solution. Mais l'année, je me qualifie pour les championnats du monde la première année, donc je fais les championnats du monde. Et donc, je fais partie des filles qui sont dans la course aux Jeux pour les Jeux de Rio. Et en fait, pendant toute la saison de la qualification des Jeux, donc la saison 2015-2016, je fais partie de l'équipe sur toutes les compétitions où on va chercher nos points pour la qualif olympique, décrocher notre quota. Je me rends compte que y a des choses qui pêchent un peu dans la façon dont la compétition par équipe se déroule, parce que les filles, elles sont en attente, et moi aussi, hein, en attente de briefing et de débriefing avant les matchs et après les matchs pour essayer de mettre toutes les chances aussi de notre côté que de battre les adversaires. Et ça vient pas toujours, c'est pas régulier ou c'est pas fait tout le temps. On apprend la composition de l'équipe quelques minutes avant de rentrer en piste. Enfin, des fois c'est un peu compliqué et moi ça ajoute à un problème de posture pour moi, c'est que je me dis, moi en tant qu'athlète, je ressens ce qui manque. En tant qu'athlète expérimenté, j'arrive aussi à avoir du recul et à voir ce qui manque à cette équipe pour passer le cap et pour vraiment être performante. Mais moi, je suis pas entraîneur, je suis athlète. Et donc, tu peux pas le dire à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, j'essaie de le dire subtilement, mais je me rends bien compte que derrière, il y a, je titille un peu aussi l'orgueil, Bien quoi, sûr. et que il faudrait pas que ça aille trop loin parce que sinon, je vais prendre le retour de bâton, tu vois. Ouais. Déjà que tu dérangeais Et par je me ton dis, retour, donc qu'est-ce que je finalement, fais? fais-toi petite, quoi, quelque part. Voilà. Et en même temps, j'avais pas les performances individuelles assez, comment dire, Cool. incontestables pour pouvoir m'imposer et dire il faut faire comme ci, comme ça, il manque ci, il manque ça. Donc j'essaye de le faire avec finesse, mais ça n'aboutit pas. J'essaye de faire appel à un pote qui est aussi entraîneur en lui disant voilà, j'arrive pas à avoir l'aide dont j'ai besoin pour retrouver mon niveau, pour retrouver mon escrime. Est-ce que tu peux m'aider? Juste, je vais t'envoyer un peu mes sensations en compète, les choses sur lesquelles j'ai bloqué et dis-moi ce que tu penses que je devrais travailler. Je vais essayer de le faire toute seule, quoi. J'ai pas trop de répondants non plus là-dessus, donc je me sens vraiment solo avec un groupe de filles super motivées, de jeunes qui ont qui ont de la patate, qui ont de l'énergie, super motivées, mais il y a rien qui aboutit vraiment. Et dernière compétition de qualification pour les Jeux, je fais toujours partie de cette équipe. On se qualifie. À l'arrache aussi, hein, mais on se qualifie. Et, donc, il nous reste une ou deux compètes individuelles pour déterminer qui va composer cette équipe pour les Jeux. Parce que être dans l'équipe qui fait la qualif, Ok, ça ne je t'assure savais pas de pas. faire partie de Ok, cette pour équipe moi, au c'est jeu. logique, mais non. Voilà. Non, non, non. Et donc, la dernière compète, je bats la nana du moment, la number one. Je perds de manière pas ridicule non plus sur une autre nana aussi médaillée olympique, une fille super forte de ma génération. Hein, ces deux filles-là sont de ma génération. Et donc je fais le meilleur résultat de ma saison sur la dernière compète. Et je me dis bon, j'ai montré que je pouvais battre les meilleurs. J'ai montré que j'étais engagée, que j'étais investie dans l'épreuve par équipe et que j'étais utile à cette équipe.
j'ai donné tout ce que je pouvais donner en fait. Donc maintenant on va voir ce qui se passe. Et donc le jour de l'annonce de la sélection arrive, on nous convoque dans une petite salle. J'entends juste avant que les garçons ont déjà eu l'annonce de leur sélection pour les Jeux de Rio. Et donc il y a des contents, il y a des moins contents. J'apprends que celui qui était un peu en ballottage, on l'avait appelé avant pour lui dire bon bah voilà, comme ça se fait habituellement, hein. C'est de façon très régulière et je trouve que c'est respectueux de lui annoncer avant que il sera pas retenu et qui sera on appelle le suppléant en fait, le 5e. Et qu'ils l'apprennent pas devant tous ses potes dans la salle avec tout le monde. Voilà. Donc moi j'ai reçu aucun coup de fil. Donc j'arrive dans la salle en me disant bon bah au pire je suis la 4e, je ferai peut-être pas l'individuel mais je ferai peut-être l'équipe. Et donc là l'annonce se fait et donc de façon très laconique on te dit bon bah voilà les sélectionnés sont un tel et la 4e c'est une telle. Et je suis ni dans les 3 de l'individuel, ni dans la 4e. Finalement, pour toi, ils n'ont pas pris le temps de te prévenir. Non, pas besoin. Pas la peine. Et là, quand même, à ce moment-là, gros malaise pour moi. Très, très gros malaise. Alors déjà, grosse déception. Et sentiment, en fait, d'un manque total de considération et de respect pour tout ce que moi, je me suis engagée. Pour ma carrière en général et même pour le fait que j'ai fait parfois un peu leur job quoi, parce que dans le cours de l'année on apprend que l'entraîneur il a posé sa démission, enfin ça a été assez compliqué et il a fallu rester mobilisé en fait, et rester mobilisé pour quelqu'un comme moi en fin de carrière. Et c'est aussi se dire qu'il n'y a pas que moi qui dois rester mobilisé. Je vais aussi m'assurer que les autres filles, elles restent embarquées dans l'aventure, tu vois. Parce qu'elles sont plus jeunes et parce que ça peut les atteindre. Et je me dis, il faut pas non plus que ça les sens vraiment un sentiment d'injustice là quand tu en parles de ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et à la fin de cette réunion, donc tout le monde repart et ils me disent de rester. Donc je me dis bon bah peut-être que ils ont pas eu la considération de m'appeler avant pour m'expliquer, mais peut-être que là on va avoir une explication. Et donc je reste et ils me disent bon bah voilà, on sait que c'était tes derniers jeux, que t'as annoncé que tu t'arrêtais après ces jeux-là, c'est ta fin de carrière, donc on va avoir toute la préparation olympique et le stage terminal. Bon bah comme c'était dernier, c'est ta fin de carrière, on t'oblige pas à le faire, on prendra quelqu'un d'autre si tu veux pas le faire. Ah ouais, tu t'attends vraiment pas à ça. Donc en fait après la déception, il y a encore une déception. Mais... c'est la chute de la chute quoi. Ah mais c'est le respect est mort. En fait c'est même pas. Tu sais le pire c'est même pas qu'il m'ait dit ça, c'est que moi je m'attendais à ce qu'on m'explique. Maureen, on t'a pas pris parce qu'on attendait ça de toi. Parce que voilà, on a estimé que sur la saison qui vient de s'écouler, on a vu que qu'on se parle quoi en fait. Là, t'es en train de me dire bon bah écoute, tu peux prendre tes affaires dans le vestiaire là et puis rentrer chez toi. Merci, au revoir. Et donc là, je me dis, j'ai rongé mon frein toute l'année. J'ai fermé ma bouche. Et tu as bien eu raison, je pense. Et donc j'aurais dit écoutez. La fin de ma carrière, c'est moi qui vais en décider, je vous remercie. Mais en fait, je vais aller au bout des choses. Les filles, j'étais avec elles dans l'aventure dès le début quand je suis arrivée en 2014. J'ai donné de ma personne, elles aussi. Donc je vais aller jusqu'au bout de l'aventure avec elles, dans la préparation et dans le stage terminal. Et c'est comme ça que ma carrière elle va se terminer et c'est moi qui en décide. Donc bah les choses se sont faites comme ça. Mais j'ai dû aller réclamer des explications par la suite. J'ai laissé quelques jours passer et j'ai dû aller réclamer des explications. Et alors, j'imagine que c'est technique les explications, et mais en fait, est-ce qu'ils ont compris le fait que tu aies pu mal vivre la manière dont ils t'ont annoncé ta non-sélection? Ben, à peine. C'est qu'ils étaient déjà embarqués sans les défendre, hein, parce que évidemment on est dans l'humain, le sport de haut niveau c'est de l'humain plus que jamais.
Donc, mais est-ce que le fait qu'ils étaient pas déjà embarqués dans les jeux, et tu sais ce que c'est quand on est déjà projeté tellement loin, qu'ils se rendaient plus compte à quel point ça pouvait être douloureux pour toi ce que tu vivais à ce moment-là? Alors j'ai essayé de m'expliquer leur comportement, et pour moi j'ai jamais trouvé une excuse valable. Pourquoi? Parce que ces entraîneurs-là, ils sont pas tout seuls. Ils ont d'autres entraîneurs, d'autres armes à leur côté qui considèrent leurs athlètes aussi, qui peuvent considérer correctement leurs athlètes, et donc ils ont vu d'autres faire. Donc ils avaient la possibilité de se dire, bah moi c'est ma première Olympiade, j'ai vu comment un tel a fait, et puis moi j'ai été athlète avant, j'ai apprécié quand on m'expliquait les choses. Pour certains, ils ont été aussi eux en équipe de France avant, tu vois. Donc ils ont connu les non-sélections, ils ont connu les fins de carrière. Tu attendais un peu plus d'humain et d'humanité dans leur manière de réagir. Exactement. L'aspect sportif, je te dis que j'avais pas les résultats incontestables pour pouvoir dire je suis sûr d'aller au jeu. Donc c'était une possibilité que j'y aille pas. Moi, ce que je leur ai fortement reproché, c'était la considération et le respect, le manque de respect qu'ils avaient eu envers moi. Et je me suis dit que plus jamais, et ça c'est aussi quelque chose qui a un impact dans ma vie d'aujourd'hui, plus jamais je ne laisserai les gens déconsidérer, minimiser mon travail. Voilà. Et c'est une expérience qu'il faut vivre, hein, qui est très douloureuse, et donc c'est comme ça que derrière j'entame ma fin de carrière, tu vois, donc le deuil il est difficile à faire. Ce fameux stage préparatif. Et puis ouais, je fais le stage préparatoire, et puis après je les vois partir aux Jeux à Rio, et puis moi je regarde les Jeux à la télé, quoi, dans mon canapé. Et comment tu le vis justement? Avec des mouchoirs à côté, en juillet 2012. Tu essaies d'éteindre la télé. Comment tu vis ces Jeux-là? Non, j'éteins pas la télé, mais je suis très seule, parce que en plus à ce moment-là mon fiancé il travaille, enfin il est pas nécessairement là. Je suis assez seule à la maison. Les gens t'appellent forcément ou te demandent, tu vois, mais comment ça se fait que t'es pas là, qu'est-ce qui se passe, ou ah j'ai vu un tel, c'est trop bien, mais à ce moment-là en fait tu peux même pas te réjouir forcément pour les gens qui gagnent des médailles, parce que t'es seul avec ta peine, quoi. Et non. Et dis-toi qu'à ce moment-là, on est en juillet et que je me marie un mois plus tard. Donc c'est dans ce contexte-là que finalement tu vas passer la bague au doigt à ton fiancé depuis une dizaine d'années, et tu arrives à te réjouir de ton mariage. Ça y est, c'est tout ça, c'est oublié, c'est derrière, ou tu fais, j'allais dire, tu fais bonne figure à ton mariage? Non, c'est là. Alors c'est là et c'est pesant. Mais ça fait 2 ans que je prépare ce mariage. Malgré tous les remous qui sont déjà présents dans notre couple, hein, j'essaye quand même de me dire bon, ça va le faire. Donc j'essaie de me persuader que ça va le faire, hein. Et la tristesse et les moments de pas bien, j'essaie de les mettre. Je pense que j'arrive pas à faire la part des choses entre le deuil que je suis en train de vivre, que je ne connais pas, parce que j'ai entendu parler de gens qui vivaient pas bien l'après-carrière, mais je sais pas que c'est ce que je suis en train de vivre là, que c'est en train de m'arriver. Tu vois? Donc en fait, je suis là en train de me débattre avec le truc, en train de me dire, Maureen, là tu vas te marier, faut que tu sois contente en fait. D'être heureuse. Les gens ils ont payé leur billet. Les gens ils ont payé leur billet pour venir à l'autre bout du monde te marier. Fais pas la meuf, tu vois, l'ingrate, quoi. C'est pas possible. Et en plus, moi, j'avais vraiment la sensation que mon fiancé, lui, il était surexcité. Donc, il y avait un vrai décalage entre nous. Quand il est arrivé là-bas, il était en mode Géo Club Med, à faire des sorties, des trucs avec tout le monde et tout ça, alors que moi, je devais me taper les essayages make-up, les essayages coiffure, les essayages ceci, cela. Et lui, il me calculait pas. Donc,
j'avais vraiment l'impression que j'étais, tu sais, la mariée qu'on pose sur le gâteau, là. Coupée, là. Je me suis sentie, voilà, je me suis sentie comme ça. Le seul jour dont j'ai vraiment profité, c'est le jour J, parce que c'était un jour plein d'émotions, forcément. Et encore, j'ai des gros trous dans cette journée. Et puis derrière, quand on repart, ben on redescend, on repart pour l'enfer, quoi. Et je suis repartie pour l'enfer. Ah, quand même. Je pensais qu'avoir un boulot, ça allait quand même. Non, mais il faut que tu m'expliques, là. Si tu viens d'employer un mot, parce qu'en fait, ça a été une bulle, ça a été une parenthèse, un peu, ce séjour en Martinique pour nous marier. Ça a été une parenthèse enchantée un peu. Et quand je te dis un peu, parce que je te dis, moi, j'avais l'impression qu'on n'était pas connectés même là-bas. Ça a été une parenthèse dans ce qui était en train de se déliter entre nous. Mais le chemin de la séparation, en fait, il était déjà pris, quoi. Et moi, j'ai essayé de voir une psychologue à l'INSEP pour parler de ce que je ressentais de mon mal-être. Mais je pense qu'on avait aussi un chemin à faire à deux. Donc moi, je pense que j'avais besoin de travailler sur ma fin de carrière, sur moi et le deuil que j'avais à faire. J'avais besoin aussi de travailler avec lui sur la situation qu'on vivait qui était pas bonne, et savoir ce qu'on avait envie de faire. Est-ce qu'on avait envie de se séparer ou est-ce qu'on avait envie de réparer quelque chose? Et en fait, les deux sont partis un peu, enfin tout est parti en autre boudin, quoi. Donc si tu veux, voilà, et puis du jour au lendemain, tu t'es plus dans le vestiaire, t'es plus, tu voyages plus, enfin, plein d'autres avant moi ont expliqué ça hein, dans ton podcast, mais je confirme. Hein. Le téléphone ne sonne plus, les partenaires ne t'invitent plus. Tout le monde t'a oublié. Ça a été difficile à vivre ça pour toi, le fait d'être oublié. Tu n'as plus d'avoir tant fait finalement, d'avoir représenté quelque chose et puis du jour au lendemain d'avoir le sentiment de disparaître. Ouais, ça a été très dur parce que mais ça je l'ai vécu de façon difficile. J'ai compris pourquoi après, parce que j'ai compris aussi après quand j'ai fait ma formation dans le coaching, ce que l'escrime était venu réparer chez moi. Donc le fait que ça se termine, j'ai compris aussi pourquoi c'était aussi douloureux, parce que ça ne réparerait plus certaines choses, ça ne cacherait plus certaines choses. Et donc, il fallait trouver un autre moyen de soigner, de penser cacher les bobos, quoi. Ah oui, je le dis là aussi, c'est quelque chose que je dis à mes teammates. Voilà, on ne devient pas sportif de haut niveau par hasard. C'est impossible de devenir sportif de haut niveau par hasard. Et on choisit pas son sport par hasard. Il y a bien une raison pour laquelle je choisis ce sport plutôt que celle-là, plutôt que celui-ci. Et là, tu me confirmes que l'escrime, voilà, venait soigner des choses chez toi, venait t'apporter des réponses en quelque part. Et moi, je dis qu'il y a une faille interne, c'est le truc tellement puissant, tellement profond, que tu as besoin de trouver des réponses, et ça va au-delà de la douleur physique que t'infliges la vie du sportif de haut niveau. Ça va au-delà du rythme de vie, ça va au-delà des douleurs psychologiques, psychiques que t'impose le sport de haut niveau, parce que c'est tellement profond que tu as besoin de l'escrime limite pour te soigner. T'es en train de confirmer. C'est ça. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai fait le parallèle il y a pas longtemps, parce que j'ai trouvé ces réponses-là il y a pas si longtemps que ça. Je pense que l'escrime réparait chez moi un sentiment d'abandon très très fort. Venait réparer ça, et en fait, quand l'escrime s'est arrêté, ce sentiment d'abandon, cette blessure de l'abandon, elle s'est réveillée puissance 1000. Bien sûr, puisqu'il n'y a plus de puissance 1000. Voilà, tous les gens. Tu l'as dit, hein, tu l'as très bien dit. La manière de te réparer, la manière de t'apporter des réponses n'existait plus. Donc parfois, on va les chercher ailleurs. Comment tu les as où tu as été chercher ces réponses-là? Alors, provisoirement, ce sentiment d'être utile et de servir, il a été comblé parce qu'on est venu me chercher pour devenir sélectionneur de mon ancienne équipe. Ok, donc tu reviens dans le monde de l'escrime. Donc
je reviens. Voilà, je reviens dans le monde de l'escrime quelques mois après avoir arrêté. On me demande de revenir. Moi, je connaissais un peu c'est un statut à la Fédé qui est bénévole. Tu ne gagnes pas d'argent en étant sélectionneur. Tu fais partie de la commission de ton arme au sein de la fédération et tu contribues avec des TN, entraîneurs, aux sélections pour les coupes du monde de la saison et les grands championnats en fin de saison. Donc championnat du monde, championnat d'Europe, Jeux olympiques. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai fraîchement arrêté ma carrière, donc les équipes et les filles du circuit, je les connais encore. Les filles qui composent l'équipe, je les connais, elles me font confiance. J'ai aussi en tête ce dont ce groupe peut avoir besoin au-delà de l'aspect purement technique qui là est tout à fait du ressort de l'entraîneur. Et le job que j'ai appris à faire chez L'Oréal, puisque je suis dans la formation, me permet aussi de pouvoir proposer des choses pour aider à l'autonomie des filles, à leur développement dans leur vie extrasportive, pour qu'elles soient de meilleures professionnelles du sport. Et donc je viens avec tout ça en disant bah voilà, moi juste mettre mon nom sur les sélections et puis dire c'est moi qui ai sélectionné cette équipe là ou ça, c'est pas ça qui m'intéresse au fond. Moi ce qui m'intéresse c'est de transmettre, c'est d'apporter quelque chose. Donc finalement ça peut parfaitement se compléter, tout le monde peut y trouver son compte. Sauf que je me heurte à nouveau à des profils parfois d'entraîneurs qui ont l'impression que ce que je propose, ça peut les déposséder un peu de leur Il y a l'ego qui rentre en jeu. Et je me dis, putain, mais ouais, il y a l'ego qui rentre en jeu. Et en fait, tout ce que moi je veux pas, en fait, je veux pas blesser votre ego. Faites votre job d'entraîneur. Je me rends bien compte que une journée c'est 24 heures et que ce que je vous propose là, vous aurez pas le temps de le faire. Vous le faisiez pas avant, vous allez pas pouvoir le faire maintenant. Moi, je vous propose de vous aider pour que les filles elles puissent l'avoir quand même, mais que je puisse vous l'apporter et leur apporter pour que ce soit mieux et que vos résultats soient meilleurs. Moi, à la fin, je vais pas, la prime, c'est pas moi qui vais l'avoir, je l'aurai pas et je m'en fous, c'est pas ça, après ça que je cherche. J'ai un boulot et mon boulot, il me plaît, donc voilà. Mais ça passe pas toujours, ou on me dit oui, puis ça se fait pas, ou et puis je me rends compte aussi de ce qui se passe en fait de l'autre côté de l'autre côté de la vie d'athlète quand on doit choisir qui va en compète, on parle des athlètes d'une certaine manière, pas toujours avec respect, où il y a des effets de manipulation et tout, et je me dis mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses en fait. Donc je suis contente d'être sélectionneur. Quand je suis là et que je suis avec les filles, j'essaie de leur apporter ce que je peux. J'essaie d'éveiller un peu parfois la connaissance de la vie d'un groupe d'athlètes de haut niveau aux entraîneurs qui le voient que de leur point de vue d'entraîneur et qui n'ont pas toujours la vérité de ce qui se passe dans leur groupe à un instant T. Voilà, j'essaye d'aider un peu tout le monde et donc les choses évoluent comme ça jusqu'à ce qu'à un moment je refasse ma vie et que j'ai un petit garçon en route et que patatras ouais, il se passe aussi des choses parce que je vais accoucher à 5 mois et une semaine. Là la santé est mise en jeu. Voilà. Ouais. Et donc les priorités prennent un autre virage quoi. Tu as ton petit garçon. Bon, finalement comme tout le monde, tu as un arrêt de travail en tant que jeune maman pour t'occuper de ton garçon. Tu es toujours mariée à ce moment-là, mais je sais que ce mariage Non, j'ai divorcé. Hein. Alors, le bébé, je l'ai pas avec la personne avec qui je me suis mariée. D'accord, ok. J'avais pas compris que c'était refait ta vie au niveau perso. D'accord. J'ai divorcé en 2018. Je pensais que c'était j'ai reconstruit ma vie. Ouais, j'ai divorcé en 2018. Tu divorces donc. Ouais. Et tu refais ta vie et tu construis. Mais donc à nouveau un sentiment d'échec, d'abandon, donc ça aussi ça a son importance à ce moment-là parce que c'est difficile.
et juste les papiers sont signés, quoi. Enfin, on est vraiment dans la procédure, dans le dur de la procédure entre 2018 et 2019 à peu près. Ouais, même un peu plus parce qu'en fait les choses vont beaucoup traîner. Mon ex-mari il va pinailler sur des choses pour une raison que j'ignore. Enfin, voilà. Et donc quand le bébé arrive, je suis pas encore officiellement divorcée, mais on est séparés depuis très longtemps, quoi. Et moi j'ai refait ma vie et voilà. Et donc ce petit il arrive dans un contexte pas facile. On est en plein Covid. On me dit au départ qu'on va pas pouvoir le sauver, qu'on va pas le réanimer si il arrive trop tôt. Enfin, c'est très violent. C'est très violent, donc ça remet un peu les pendules à l'heure aussi. Tout à l'heure, tu parlais de remettre l'église au milieu du village. Là, tout de suite, les priorités, elles sont très vite très claires. Hein. Très très clair, très vite très clair, ouais. Donc je passe 3 mois avec lui en réanimation. Personne à part nous, les parents, ne pouvons le voir, donc les grands-parents, tout ça, pas possible. Donc on vit des moments un peu difficiles. Je peux pas rester avec lui à la maternité, enfin parce que c'est Covid et donc on n'a pas le droit de dormir dans la chambre du bébé. Les parents n'ont pas le droit de dormir, donc je peux rentrer et sortir qu'une seule fois dans la journée de sa chambre. Et sinon, je veux que appeler pour avoir de ses nouvelles. Donc chaque fois que le téléphone sonne, je sens jusqu'à maintenant que ton cœur de maman est tellement meurtri et blessé par cette période, c'est incroyable. Alors que, disons-le assez vite, hein, il va bien ton petit garçon aujourd'hui. Et voilà. Et il va bien aujourd'hui. Il a 2 ans et demi. Non, mais dit comme ça, c'est vrai que je sens jusque-là à quel point tu as été chamboulé par cette période et que c'est très vif chez toi encore. Oui, c'est très vif et c'est important que ce soit encore vif, même si je pense qu'il faut que j'arrive tout doucement à. C'est lui qui m'aide à passer sur à la suite, parce que là pour le coup je suis restée coincée, tu vois. Là où je voulais pas rester coincée avec mes médailles, là-dessus je suis restée coincée parce que j'ai eu tellement peur. Je le sens vraiment. Tu sais, en neuroémotion, en neurosciences, c'est ce que j'étudie pour développer mon activité de coach thérapeute. On apprend à s'intoniser et rentrer alors j'ai plus besoin d'aller chercher ton émotion parce qu'elle vient à moi, mais je sens vraiment à quel point c'est encore douloureux et vif dans ton cœur de maman. T'as même les yeux qui brillent un peu là. Donc il a un suivi, voilà. Ouais, toujours quand je parle de lui. Mais ouais, il a été super fort, super courageux, donc aussi ça te fait relativiser plein de choses. Et donc c'est en le voyant lui aussi se bagarrer un peu que je me suis dit mais c'est fou de pas arriver à et c'est là que les choses ont changé pour moi quand je t'ai dit c'est fou de pas arriver à être content des petites choses. On apprend dans la douleur, hein, malheureusement. Parce que pour moi, tous les jours, ouais, tous les jours quand je me réveillais le matin et que j'appelais dans le service de néonat la réanimation pour savoir comment il allait, tous les jours quand je me réveillais, je me disais mon Dieu merci encore un jour où il est en vie, quoi. Parce que des fois le service nous appelait, il nous disait bon ben on vous appelle, il faut que vous veniez, ça va pas trop aujourd'hui, et on te dit enfin voilà, t'es en réanimation. Mais comment tu dors quand c'est comme ça? Comment tu vis en dehors des moments de l'hôpital? Parce que finalement tu quittes l'hôpital par obligation physique, mais finalement tu quittes pas vraiment l'hôpital. Toutes tes pensées, tout ce que tu peux vivre, ressentir, respirer reste à l'hôpital, et tu vis finalement suspendu à ton téléphone, à un appel. Dans la crainte qu'on t'appelle pour la mauvaise nouvelle. Alors tu l'espères pas cet appel. En fait, tu l'espères qu'on va pas t'appeler. Toi, tu te réveilles et le premier truc que tu vas faire c'est appeler, mais par contre tu espères qu'on ne t'appelle pas. Et quand le téléphone sonne et que tu vois le numéro de la réanimation néonat sur ton téléphone, là tu te dis, enfin ton cœur il se décroche. Je ne peux qu'imaginer. Et on sait hein que dans le service où on a été, on voyait que on avait des casiers en entrant dans le service pour déposer nos affaires. On a vu les noms, on voyait les noms bouger de ceux qui sortaient, qui allaient ensuite en néonat, et puis de ceux qui sortaient pas. Donc on savait aussi que ça c'était quelque chose qui était possible. Et là tu te dis bon là c'est pas une sélection ou pas une sélection, là c'est une vie. Et que j'ai tant attendu finalement, parce que c'était vraiment un projet de vie que tu as nourri, que tu as porté pendant 2 ans. Ton corps finalement il a subi
des examens médicaux, des hormones, qui s'est transformé, tu as dû te battre. Vraiment, Ouais. le corps humain peut être parfois notre allié quand on est sportif de haut niveau, mais parfois et souvent même, c'est presque un bras de fer avec notre corps. Bah, souvent quand on veut pas l'écouter aussi. Je me suis rendu compte de ça, hein, parce que après, avec le temps, je me suis rendu compte aussi que il y a des moments où ton corps te parle et te dit des choses que tu sais pas interpréter. Et alors là, aujourd'hui, j'ai aucune explication sur le fait d'avoir accouché de façon aussi prématurée, mais je me dis qu'un jour peut-être je comprendrai ce qui s'est passé. Mais oui, et puis ce petit garçon-là, il est arrivé de façon totalement imprévue parce que j'avais eu tellement de mal avant que pour moi c'était pas quelque chose de possible de façon naturelle. C'est un vrai Là, il est bagarreur sur arrivé. tous les points, quoi. Le mec, il Enfin, a cette débarqué, il grossesse, n'était pas prévu. Il a mais débarqué plus grave, tôt. cette C'est le grossesse, mec elle qui est arrivée décide, en comme par fait. Moi, magie, je quoi. décide. Moi, je viens maintenant. Moi, je sors du ventre maintenant. Je sais pas C'est quel ça, caractère il a, ce petit bonhomme. Mais à mon avis, ça doit être c'est une ça. vraie force de vie, hein, quand même. Ah, mais il est assez autoritaire. Ouais, ouais, plutôt, très 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 vif d'esprit, précoce dans plein de choses de son développement et assez fonceur, quoi. Il décide, Et donc, tu vois. depuis qu'il est arrivé dans ta Il vie, décide. Donc c'est rigolo il de a voir une petite chamboulé pas personne mal de aussi choses déterminée. pour le mieux, visiblement. Et en ce moment même, tu me racontais que depuis Ouais, quelques mois, tu entames encore une nouvelle page de ta vie. Quelle est-elle? Je te laisse la dévoiler. ouais, tout à fait. Alors, pour t'expliquer le truc, quand il est arrivé, les séjours à l'hôpital se sont pas terminés pour autant. Et donc j'ai eu quand même pas mal je suis restée avec loin de mon boulot chez L'Oréal pendant à peu près 1 an et demi au total, parce qu'il pouvait pas aller à la Trop crèche les fragile. premiers mois de sa vie. Il était trop sensible d'un point de vue immunitaire, voilà. Donc j'ai dû le garder à la maison et ça m'a laissé le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Je me sentais pas toujours à ma place dans le job que je faisais. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et c'était pas une question de forcément de personnes avec qui je travaillais. C'était que j'avais l'impression de n'avoir rien fait de ce que m'avait apporté le sport. Je me disais, Maureen, si tu restes comme ça, tu auras gâché tout ce que tu as travaillé, tout ce que ces années de travail t'ont permis de développer. Et donc ce temps-là que j'ai eu à passer avec lui, j'ai cherché l'endroit où pourrait se rencontrer ce que j'avais appris en entreprise chez L'Oréal pendant les 10 années où j'avais travaillé là, et ce que le sport de haut niveau avait pu m'apprendre et m'apporter. Et donc j'ai décidé de me lancer dans une formation de coach professionnel. Donc ça c'est en Et coach professionnel, attends que je dise exactement. pas de Qu'est-ce que c'est? bêtises, Coach c'est pour en qui? 2000 Quoi? Comment? Par quels moyens? alors le coaching professionnel, c'est l'art d'aider les autres à trouver leurs propres solutions pour Coach atteindre de un vie. objectif, résoudre un problème, voilà, répondre à une question. Donc ça c'est le coaching. Moi, l'école dans laquelle j'ai été, elle te forme au coaching professionnel, donc Ok. executive coach en entreprise pour des indépendants, pour des managers, pour des chefs d'entreprise, pour des gens qui vraiment ont envie de développer de nouvelles compétences, ont envie de répondre à une question qui les empêche d'avancer dans leur job, ou envie de développer une posture de manager pour pouvoir mener une équipe ou gérer leur temps de travail. Ça peut être répondre à plein de problématiques. Et donc j'ai fait ces 15 mois de formation à l'Académie du coaching à Paris et ça a été une En révélation pour quoi? moi en C'était fait. une révélation. Ça a été une révélation. Ça a été une révélation parce que j'ai pu mettre des mots clairs sur des choses que j'avais l'impression d'avoir déjà fait pendant ma vie d'athlète.
avec par exemple mes coéquipières les plus jeunes avec lesquelles j'étais Concrètement, tu es en train entre de nous 2014 dire et que 2016. finalement, tu avais déjà ça en toi et que tu l'avais déjà mis en place sans avoir mis de mots dessus, sans avoir de formation. Et qu'est-ce que ça Ouais, t'apporte, toi, le fait de te exactement. retrouver dans cette position, dans cette posture de coach? Alors, je pense que ça répond aussi à ce qu'on disait. Ça vient réparer forcément quelque chose parce que au-delà de ce que moi, mon métier de coach peut apporter aux gens que Évidemment. j'accompagne, ça m'apporte quelque chose à moi. Ce que ça m'apporte à moi, c'est un sentiment d'être utile et de servir à quelque chose. Je me sens utile quand je sens que ce que je fais est utile à la personne que j'accompagne. Des fois, ça peut être douloureux, hein, parce que un de mes premiers coachings, ça a été très très difficile, très douloureux pour moi et pour ma coachée. Tout à fait. Parce qu'on est des éponges aussi, hein. On travaille, comme tu dis, on fait de l'humain. Donc voilà, il y a des moments pas faciles, mais vraiment quand tu sens que la personne, elle a passé un autre level, tu te dis waouh, ok. Moi, j'ai été bien accompagnée. Parfois, j'ai été aussi mal accompagnée. Et aujourd'hui, je sais l'effet que ça fait d'aider quelqu'un, et parce que moi j'ai été aidé aussi, d'aider quelqu'un à passer un cap, à répondre à une problématique, à trouver sa voie. Et je me suis dit surtout qu'il fallait que je le fasse et que je me lance. C'est un vrai coming out que je fais avec toi là, Vanessa, parce que il y a très peu de gens qui sont au courant de ce que je fais ça aujourd'hui. Parce que j'ai toujours mon activité chez L'Oréal, hein, je suis toujours en CDI chez L'Oréal. Donc cette activité, c'est une activité que je fais sur mon temps personnel et j'accompagne peu de gens. L'emploi du temps de Parce maman, que tu vois, travailleuse. en CDI chez L'Oréal, maman d'un petit garçon, toujours sélectionneur à la commission des paix féminines. Donc j'ai pas énormément de temps pour l'instant à consacrer à mon activité de coaching, mais j'ai envie que ce soit fait de la bonne manière. Et tu accompagnes en présentiel, donc. Prendre le temps. Alors plutôt en présentiel, parce que pour l'instant j'ai besoin de ce contact-là moi aussi, pour ressentir les gens et pour pouvoir être plus à l'écoute et capter vraiment ce qu'on se dit, voir aussi la réaction de l'autre, c'est important pour moi, et de la ressentir, tu vois, même les soupirs, les choses qui sont importantes dans le paralangage. Et mais je peux aussi faire du distanciel, tu vois, adapté, quoi. Faire moitié-moitié, enfin voilà, on s'adapte. Et puis et en fait là, ce qui se passe depuis quelque temps, c'est que comme j'ai une expérience de l'entreprise assez longue, on me propose de travailler aussi sur les athlètes, soit qui viennent de franchir le cap et qui sont en entreprise, tu vois, par exemple sur des athlètes du pacte de performance, parce qu'en fait ces athlètes-là, ils font leur transition dans l'entreprise, mais ils ont aussi besoin d'être accompagnés quand t'as pas les codes, quand t'as jamais fait ça. Inconnu, sans code, sans langage. Tu passes du vestiaire. Tu es parachuté, comme je dis. Voilà. Exactement. Tu passes du vestiaire de la discipline que t'as pratiquée depuis que t'as 5 ans à une entreprise avec des collègues qui connaissent pas ton mode de vie, qui connaissent pas ton quotidien d'athlète de haut niveau, et un manager qui a pas forcément choisi de t'avoir dans son équipe, à qui on a dit bon bah voilà, on a recruté un sportif, il va venir chez toi. Tout ça, ça se gère, ça s'accompagne, c'est nécessaire. Parfois, les managers aussi de ces sportifs-là ont besoin d'être accompagnés pour savoir comment ils doivent faire. Vrai. C'est pas toujours simple. Quand t'es athlète et que tu fais ta transition de carrière professionnellement, là où tu atterris, complètement. Personne t'attend. Hein. Complètement. Personne t'a attendu. Toi aussi, tu dois t'adapter aux autres. L'après-carrière. T'as des athlètes qui... Ouais. T'as des athlètes qui changent de projet sportif parce qu'ils quittent une structure, par exemple, une structure fédérale.
et qui ont besoin de réorganiser un peu leurs idées, savoir comment ils doivent faire. Moi, ça m'est arrivé pendant ma carrière. J'ai quitté le centre de sport-études pour aller m'entraîner en club et j'avais pas anticipé tout ce qu'il fallait anticiper et ça m'a valu quelques soucis. Donc voilà, il y a des demandes parfois dans le domaine du sport, parfois dans le domaine de l'entreprise et parfois les deux se rejoignent parce que du coup les entreprises qui recrutent des sportifs me disent toi t'as fait ce chemin-là, est-ce que on peut te demander d'aider un Donc, tel? pour Voilà. te contacter, c'est sur les réseaux, sur un mail, comment on te contacte? Ouais, ouais, on peut me contacter Ok, sur très bien. principalement Instagram Au LinkedIn. ou Ok. Donc, LinkedIn. Maureen Nizima, si vous voulez Voilà. faire coacher sur le fait de rentrer en entreprise, eh ben n'hésitez pas à aller chercher et discuter avec Maureen. Vous avez compris qu'elle est super open, cool, sympa, voilà. Pour faire un petit bilan, alors on a fait le bilan de ta carrière. Maintenant, on va faire le bilan de ton après-carrière, puisque Mm. tu as arrêté en 2016, on est en 2024. Il y a déjà un certain nombre d'années qui s'est écoulé. Ouais. Quel bilan tu fais de ton après-carrière? À l'heure où je te parle, je pense que mon après-carrière, il est positif. Le bilan est positif et il est très riche surtout. Parce que je suis passée par des moments très très down, mais C'est quoi le vraiment, plus down? C'est quoi le plus down? où Le plus down, tu te c'est quoi? demandes, hein, le plus down. Le plus down, c'est cette période là entre 2016 et 2019, je dirais, où t'as Est-ce que tu as l'impression que tenté tu ne vaux plus je rien, sais quoi. pas, d'en parler à quelqu'un? Est-ce que tu as Tu n'as, tenté d'avoir des réponses? Est-ce que tu as tenté de c'est pas, c'est de moins en moins secret pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui suivent le podcast, surtout le premier. Moi, j'ai tenté tout ce qu'il fallait pas. J'ai tenté des réponses dans l'alcool. Évidemment, c'est pas aussi clair, hein. Tu te dis pas, je vais mal, donc je vais aller dans l'alcool et dans la fête. C'est juste que tu te rends compte que tu es pris dans un Mm. engrenage de fête, etc. Est-ce que toi, t'es passé par ces périodes-là? Est-ce que tu as bu un petit peu plus? Est-ce que tu as fumé? Est-ce que tu as tenté d'autres choses? Ou pas du tout? Non, non, non. Oh, alors, je me suis découverte travaillomane Work excessive. En fait, c'est alcoolique, un comme on truc, dirait c'était en horrible. anglais. Work Et alcoolique. hein, c'est ça. Tu te mets à fond dedans. Et en plus, à ce moment-là, je voyais, j'avais pas l'impression que le fruit de mon travail était vraiment reconnu. Donc c'était difficile aussi. Et je me suis réfugiée là-dedans. Euh, tu sais, quand t'es athlète, tu sais Je pas faire les confirme. choses à moitié. Et donc, et donc là, je me suis réfugiée là-dedans en me disant que c'est par là qu'allait passer mon salut. Et non seulement c'était pas vrai, mais en plus je me suis mis physiquement À en quel danger, quoi. point? C'est-à-dire? Parce que tu te mets une pression, parce que tu te mets une pression de dingue pour rendre les choses dans le temps. Tu acceptes tout ce tu sais pas dire non, donc tu acceptes toujours plus de demandes et donc t'as de plus en plus de travail et tu te dis qu'en fait ta valeur va passer par la reconnaissance qu'on va Tout à l'heure, tu parlais t'accorder aussi du par ton fait travail, de t'arrêter 2 ans, tu qu'il vois. a fallu reprendre ton corps en main pour repartir sur un projet olympique. Quand tu arrêtes ta carrière définitivement en 2016, est-ce que Mm. ton physique bouge? Et si c'est le cas, comment tu le vis? Ah bah oui. Ah bah oui, mon physique bouge. Je le vis pas bien du tout. Je tente de faire des régimes, de refaire de l'activité physique et tout, mais je trouve pas d'activité sportive qui me plaise. J'ai tenté le bad, ça me plaisait pas et en fait le prof avait dit aux autres adhérents qui j'étais, moi j'étais allée là en toute discrétion. Donc il y avait des Tu mecs qui prenaient un m'étonnes. plaisir à me foutre des raclées alors que j'étais débutante. Donc voilà, tu vois. Le truc très très fin qui a fait que ça m'a dégoûté, j'ai arrêté. J'avais trouvé une activité, un sport qui m'avait fait délirer. C'était le roller Le derby. roller sur 4 roues. Donc un truc nouveau. Ouais, du roller sur 4 roues par équipe.
où tu vraiment tu vois t'as une vraie opposition mais très franche hein, où vraiment Ok. tu dois faire tomber les autres. Euh, esprit d'équipe, hein, génial. Et puis le Covid est arrivé par là, donc tout s'est arrêté. Et puis après je suis tombée enceinte. Donc jusqu'à aujourd'hui, tu vois, le corps dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le corps de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un truc que je dois vraiment régler. La grossesse est Qui a passée encore par là, modifié forcément ton corps. avec tout ce que ça implique, hein, parce que j'ai fait, ouais. Puis j'ai fait un diabète gestationnel, donc j'ai été au régime au début de ma grossesse. Donc derrière, mon corps il s'est vengé. Enfin bon, laisse tomber. Donc ouais, là-dessus, j'ai encore des petites choses à travailler. Trouver mon rythme, trouver ce dont mon corps a envie, ce qu'il accepte ou pas maintenant avec ma nouvelle vie. Mais euh, mais je dirais que mon après carrière, oui, il est plutôt positif et malgré tous les moments un peu compliqués que j'ai traversés, j'ai réussi à chaque fois à en tirer quelque chose Est-ce que de ton positif, métier de coach, à en tirer celui que tu entames une maintenant, nouvelle. enfin, je sais pas si on peut dire c'est vraiment ton métier, puisque pour l'instant, comme on dit, c'est un side business, puisque tu es encore très impliqué chez L'Oréal. Est-ce que c'est pas aussi une Mm. réponse à cette après-carrière, à ces douleurs, à ces questions? Alors c'est une réponse oui et non. Moi je dirais que c'est une évidence suite à euh, mon après-carrière dans le sens où j'ai développé plein de choses dont j'avais l'impression que je ne savais pas quoi faire. J'ai appris plein de choses chez L'Oréal, je les ai appris sur le tas. Parce que la vie dans une grande entreprise avec tellement de profils différents, avec des gens qui ont un profil aussi très différent du mien et qui savent pas toujours comment manager des gens qui ont un parcours atypique comme le mien. Euh, avec ce que j'ai appris dans l'escrime sur quoi je savais pas forcément mettre deux mots, des compétences que j'ai développées. Moi, j'ai eu ma propre entreprise. J'avais un préparateur physique, un préparateur mental, j'avais un médecin, j'avais un kiné, je rémunérais tout ce petit monde. J'allais chercher des sponsors. Enfin, j'ai été chef de ma propre entreprise. Tu ne t'en rends Et pas à compte. ce moment-là, quand t'es athlète, pour toi, c'est quelque chose de normal. Tu t'en rends pas compte, en fait. J'ai été donc RH, manager. Enfin, Tu as été j'ai commercial, à puisque tu mon as été échelle, j'ai chercher fait tout ça. des sponsors. Commercial, bah c'est ça. Et donc tu te dis, mais en fait, tout ça, je vais rien en faire. Et c'était surtout ça qui me minait. Il y avait autre chose. C'était que par rapport à tout ce que je venais de vivre avec mon fils, j'avais envie de me dire que le matin, je me levais pour faire un Ouais. truc et que j'étais contente de le faire. Et que lui, il s'était battu tellement qu'il fallait qu'il voie sa mère heureuse dans sa vie, quoi. Que dans les moments où elle était pas là parce qu'elle faisait un truc qu'elle kiffe. Donc pour moi ça c'était le truc essentiel et je pense que c'est en ça que lui il m'a apporté le déclic En parlant qu'il de me fallait. déclic, on arrive en année olympique, enfin on y est, hein, 2024 c'est l'année olympique. Beaucoup de sportifs vont arrêter Ouais. après les Jeux, mais avant les Jeux, parce que on a parlé des non-sélections, ce sera Oui, aussi le cas hein, pour oui aussi. nombreux d'entre eux. On va pas, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Certains seront blessés, certains seront non sélectionnés, certains vont échouer au jeu, et puis certains vont Mm. réussir au jeu. Mais c'est pas parce que on réussit au jeu que l'après-carrière se passe forcément bien. Tu l'as dit toi-même, hein, tu es devenue championne du monde, et après ça a été Ah non. compliqué. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant d'arrêter pour que ça se passe mieux dans l'après? Eh ben tu vois, ça c'est un truc que je me suis souvent dit parce que je me suis dit qu'on te prépare toute ta carrière à des très très grandes échéances. On te prépare à des championnats du monde, à des Jeux olympiques, mais on te prépare jamais à ce qui va se passer quand ça va s'arrêter. Je vais te donner un exemple tout simple, la prise en charge médicale. Quand j'ai arrêté, subitement, je me suis trouvée démunie. Euh, avant, tu vois, on avait le suivi longitudinal. S'il y avait un truc qui était un peu défaillant dans ton bilan sanguin, on te disait bon bah il va falloir prendre un peu de fer parce que là t'es en manque de ci ou t'es en manque de ça. Mais là, plus personne Ça ne vient n'inquiète pour plus te dire personne. ça. Plus personne. Tout le monde s'en fout. T'as pas de fer, c'est ton problème. Écoute, je n'ai pas de médecin. À l'heure où je te parle là, Vanessa, je Ouais. n'ai toujours pas de médecin traitant. Pourquoi?
parce que mon médecin traitant, c'était le médecin de l'INSEP. Et que j'ai une confiance très limitée dans le médical. J'accorde ma confiance de façon très, très difficile et que quand j'ai confiance en quelqu'un, je ne le lâche pas. Voilà. Mon médecin est parti à la retraite. Tu vois en France aujourd'hui comment c'est pour se faire soigner. Quand t'es très très malade, t'es bien pris en charge. Par contre, dans les petits pépins du quotidien, c'est compliqué. Eh ben aujourd'hui, je ne trouve pas de médecin qui veuille me prendre comme patiente, parce médecin que traitant à mon de avis, parce ville. que tu vis à Paris, ça, parce que sinon des médecins en campagne. Alors c'est vrai que quand tu essaies de prendre rendez-vous, on te dit êtes-vous Je sais pas. déjà un patient du docteur X. C'est vrai qu'ils prennent plus C'est de une nouveaux galère. patients, mais ça c'est plutôt dans les grandes villes. Donc je sais plus. Là t'es toujours à Paris du coup? Ouais, voilà. Bah c'est mon cas. Ouais, je suis en région parisienne et c'est mon cas. Donc, tu vois juste ça. Prendre soin de toi, de ton corps et de ta santé, c'est pas évident. Tu vois, après, quand je te disais que je suis tombée dans le tourbillon du boulot, j'arrivais pas à m'accorder des moments de pause. Je savais pas comment faire pour prendre mes vacances. Poser des vacances. C'est un truc qui a l'air tellement bête. Mes collègues, quand ils rentrent des vacances au mois de janvier, ils posent leur congé d'été. Mais moi, j'avais plus personne. Mais ouais. Mais attends. Nous, on obéit à un calendrier sportif qui nous est imposé. Donc, tu sais qu'à un moment donné, quand tu dois partir en vacances, bah, il C'est y a ce ça. trou-là, tu mets tes vacances là. Mais ça, en fait, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Tu ne sais plus quoi faire de ta vie. Et tu aurais tendance même à sauter sur le premier boulot venu. Moi, j'avais déjà fait ma transition professionnelle pendant ma carrière, donc ça s'est pas posé. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont cette problématique de qu'est-ce que je vais devoir faire comme taf pour manger demain, et qui n'ont pas le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, ce qui va les faire kiffer vraiment. Pas ce que t'imagines parce que t'as vu un tel ou machin ou un tel t'a proposé, que ce que Et toi puis t'as envie de derrière, il y a faire. la réalité du terrain. Parce qu'entre ce que tu imagines du métier et le métier en lui-même, c'est pas tout à fait la même chose. Et quand tu es sportif de haut niveau, tu as pas le C'est temps ça. d'aller chercher, t'as pas le temps de découvrir. C'est presque le monde extérieur, hors du sport de haut niveau, c'est presque fantasmé, en quelque part. Tu imagines la vie de machin, tu imagines la vie de machin. Mais oui. Mais c'est deux mondes qui vivent en parallèle, tout comme les gens de l'extérieur fantasment la vie de C'est vrai. l'athlète de haut niveau. Moi, mes collègues, quand j'étais encore en activité chez L'Oréal, quand je partais du boulot à 13h30, ils pensaient que j'étais en Ils s'en vacances. rendent pas compte de ce que ça représente la double vie. Mais non, les Oui, c'est gars, ça. j'entame ma La deuxième double journée, les vie. gars, j'entame Et ma deuxième. au-delà de l'engagement physique, parce que à la limite ils le comprennent. Bon, tu vas faire, pour eux, tu vas au sport comme tu vas à une salle de fitness, tu vois, tu fais 3 squats, etc. Alors que la vie d'un sportif de haut niveau, au-delà de C'est l'aspect ça. physiologique, physique, c'est vraiment tout ce que ça, de la vie mentale, tout ce qui se passe dans ta tête, c'est tellement prenant, tellement engageant que c'est tes tripes, quoi. Et c'est ça c'est presque ça qui te Tout fatigue a une encore plus, qui importance. te Tout. bouffe. C'est cet engagement-là, en fait. C'est une charge mentale énorme, en fait, au-delà de la charge physique. Quand t'es athlète de haut niveau, t'as une charge mentale énorme. Et ça te quitte pas après. Parce que tu essayes, donc, quand je te dis que moi, j'essayais de gérer tous les détails dans ma vie d'athlète, aujourd'hui, dans ma vie de maman, j'ai- j'essaye de gérer tout aussi. Donc, que tous les feux soient ouverts On pour est être le mieux d'accord. possible. Mais C'est c'est impossible. J'ai impossible! envie de te dire, comme je dis à certains de mes C'est clients, impossible! fous-toi la paix. Fous-toi la paix. C'est ça, faut être indulgent avec soi-même. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Donc, c'est aussi le message qu'il faut passer aux athlètes qui sont en fin de carrière, à ceux qui vont arrêter avec des succès ou pas. Foutez-vous la paix, soyez indulgents avec vous-même, quoi. Donnez-vous le temps. Si vous en avez la possibilité, je sais que parfois c'est pas toujours le cas parce que financièrement, ben voilà, on peut avoir des contraintes. Si vous avez la possibilité, donnez-vous ce temps-là de réfléchir et de prendre soin de vous, de la personne que vous êtes. Vous êtes un sportif, vous resterez toute votre vie. Ce que vous avez développé, ça va pas s'arrêter
avec votre carrière le jour où vous allez raccrocher. Ça restera en vous. Prenez-en soin, Ce prenez sera soin ma de vous. dernière question. Avant de se quitter, j'ai l'impression que tu y as déjà répondu là dans les derniers mots, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maureen? De continuer à m'épanouir dans les voies que j'ai choisies. Parce que maintenant, j'accepte de dire que ouais, j'ai choisi des choses très différentes pour me sentir complète dans ma vie. Euh, et ben de pouvoir continuer à développer tout ça, d'être en forme aussi pour pouvoir assumer toute l'énergie qu'il faut pour développer tous ces projets. Et puis bah d'en Et puis j'ai développer envie de d'autres peut-être rajouter, puisque je dans pensais les que années qui finalement ça a viennent. du mal à rentrer, de prendre du temps pour toi, Maureen, puisque j'ai l'impression que sur le planning c'est Oui, toujours pas rentré là, de prendre du temps pour toi. non, 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 non. Mais tu sais, voilà, j'en ai pris conscience, je l'accepte. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Eh bien, écoute, j'ai été ravie de partager ce podcast avec toi. J'ai le sentiment qu'on se quitte alors qu'on n'a pas tout dit. Ce Merci, podcast moi pourrait aussi. durer 5 heures, j'ai l'impression, parce que Ouais, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, le feeling passe bien, c'était super sympa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cet emploi du temps de dingue, d'avoir partagé ton expérience. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à partager ce moment. ouais, vraiment, c'était super cool. Merci beaucoup, Vanessa. Continue, franchement, c'est top. Et tu vois, je me dis que si à l'époque j'avais eu un podcast GLAD-1 comme le tien, ça aurait pu me rassurer sur plein de choses. Bah, écoute, en Je tout me cas, serais c'est vrai sentie que c'est moins les seule. retours que j'ai. Au-delà de ma petite expérience, ça me fait vraiment plaisir de non seulement de pas être seule, hein, parce que tu disais, on va pas se mentir, ce serait hypocrite de dire que j'y gagne rien. Moi aussi, j'y gagne à pouvoir parler avec toi, à échanger avec d'autres, et aussi de me dire que finalement, c'est pas vain le temps que je passe autour de ce podcast, parce qu'on croit toujours qu'un podcast, c'est tu cliques, tu parles et tu raccroches et tu postes. Non, non, un Mm. podcast, c'est quand même beaucoup plus de travail que ce qu'on croit. Mais il vaut vraiment le coup à chaque fois que j'ai une C'est clair. conversation aussi inspirante que celle-là avec toi, à chaque fois que je reçois un message qui dit que ça fait du bien. Donc voilà, un podcast de plus qui fait du bien. Je dédicace cet épisode à toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre, qui ont besoin de ne pas se sentir seules et qui ont besoin d'avancer dans la vie. Donc vous avez une Maureen, n'hésitez pas à la contacter. Et puis vous avez une Vanessa qui est toujours là et qui continue à porter le combat et le flambeau, parce que j'avais Ayodele qui disait que pareil, hein, qu'il avait besoin d'un podcast comme celui-là, et je m'en rends compte à quel point finalement on était seul après Ouais. notre carrière. Alors grâce à ce podcast, je me sens de moins en moins seule parce que je réussis à Mm. fédérer autour de moi et d'avoir des gens qui portent ce discours-là. Mais pendant un moment, c'est vrai qu'on Ouais. a l'impression d'être dans sa solitude, dans sa bulle, et peut-être presque d'être fou, voire capricieux, de se dire ah mais je vais pas bien. Surtout quand tu fais un métier comme je l'ai fait pendant des années où j'étais journaliste, j'étais dans la lumière. J'avais pas le droit comme toi de dire que ça va pas parce que je faisais Ouais. un métier qui était trop bien et que tout le monde m'enviait, alors que finalement bah non, ça allait pas. Donc merci à toi surtout d'avoir osé dire les choses telles qu'elles étaient, parler de ton divorce, parler de ta difficulté à avoir un enfant, de l'après-carrière. Ce podcast existe justement parce que vous êtes capable, vous sportifs de haut niveau, de porter un discours qui est pas conventionnel, tu vois. C'est ce que je disais dans le podcast tout à l'heure, c'est que les médias Mm. font un travail qui est le leur, mais dans ce podcast-là, je tiens vraiment à ce que on sorte des sentiers battus et qu'on ose dire les choses telles qu'elles le sont et être qui on est. Donc, au-delà du podcast, s'il existe, c'est parce que toi, par exemple, tu es capable de porter une parole libérée. Donc, merci beaucoup, Maureen. Et si toi Avec aussi tu veux plaisir. partager ton expérience, tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux comme Maureen, mais également sur mon mail à contact@vanessagadon.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors, on se bat jusqu'au bout, je vérifie si tu connais jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée.
C'était ton tour, Maureen. Je sais que tu es une habituée du podcast et c'est mon petit laïus de fin. Donc, jusqu'à la ligne d'arrivée, on se bat, on s'abonne également pour ne rien manquer et je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One podcast. Et comme disait une amie, another Glad One, another podcast. Voilà. Allez, à la semaine prochaine.